Bienvenue à tous pour une session innovation nouveaux métiers, organisée conjointement aujourd'hui par la commission nouveaux métiers du barreau de Paris que je préside et le chapter franco-américain de Legal Hackers, représenté aujourd'hui par ma chère amie Bérangère Ferrier, qui est également ma counterpart. Bérangère, je te laisse peut-être introduire Legal Hackers. Oui, avec grand plaisir. Merci Séverine et merci à tous pour votre présence et merci à nos panélistes de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc Legal Hackers, c'est un mouvement américain et international qui a un statut d'association, donc un US non-profit, qui est présent dans 168 villes dans le monde et sur 6 continents et qui regroupe plus de 30 000 membres, tous bénévoles. Il réunit avocats, entrepreneurs, designers, ingénieurs, universitaires qui explore et développe des solutions créatives répondant aux enjeux émergents liés à l'interconnexion du droit et de la technologie. Alors, je vais rapidement vous présenter nos speakers et ils se personnaliseront peut-être leur introduction quand ils prendront la parole. Donc, Pascal est un producteur de musique très connu, ayant contribué à plus de 15 millions d'albums vendus à travers le monde et à 3 nominations aux Grammy Awards. Il est aussi codeur, investisseur dans la technologie et mentor au sein de prestigieuses écoles que tu développeras probablement, Pascal. Il collabore avec Hyperloop TT, SpaceX et les sociétés leaders en cryptocurrency. C'est un sujet aussi que nous aborderons et très innovant. Pascal aime créer des preuves de concepts multidisciplinaires afin de résoudre des problèmes de longue date et permettre l'évolution d'une industrie. Je pense que nous avons de la matière à aborder. En fait, je pense que je vais parler non seulement pour moi, mais pour les artistes de manière générale, les compositeurs, les chanteurs, les producteurs de musique. C'est qu'ayant passé beaucoup d'années dans le domaine, j'ai quand même constaté globalement un grand manque d'efficacité et de transparence. Et c'est devenu assez frustrant assez rapidement. Malheureusement, encore d'ailleurs, la semaine dernière, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à récupérer certains droits. Par exemple, j'ai beaucoup de chansons en Asie et j'ai dû batailler dernièrement pour récupérer certains contrats, être sûr que j'allais être payé, puisque je me suis rendu compte qu'un de mes sous-éditeurs là-bas ne faisait pas leur travail. Donc, ce genre de choses-là est quand même très, très frustrant, vu la passion qu'on a. Évidemment, en tant qu'artiste, en tant que créateur, on est très passionné. Et quand on voit que nos interlocuteurs n'ont pas forcément la même passion, en tout cas la volonté de nous rémunérer ou alors traquer nos droits, ça peut être vraiment compliqué. Donc, du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai fait le curieux et j'ai commencé à passer pas mal de temps avec des entrepreneurs. En fait, j'ai un petit peu changé de cercle. Et ce qui est bien à Los Angeles, c'est que j'ai pu rapidement me retrouver à côté d'incroyables entrepreneurs qui ont fait l'histoire de la technologie. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Et en particulier, ce que j'ai bien compris, c'est que la clé, c'était de faire de la recherche continuellement. Et quand on cherche, on trouve. Et j'ai commencé à trouver des choses très intéressantes. Donc, c'est là qu'on va arriver à des systèmes de cryptocurrency, blockchain. En fait, c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert qu'il y avait facilement, à l'heure actuelle, une quarantaine de compagnies qui essaient de redéfinir comment la musique doit être payée à leurs créateurs. Donc, il y a beaucoup d'expérience en ce moment. Il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Ça va certainement demander du temps avant d'avoir un nouveau standard, mais en tout cas, on commence à avoir des choses qui sont incroyablement intéressantes. Je pense que la première preuve de concept dans ce domaine-là est probablement quelque chose qui a été créé par Daniel Larimer, qui est un des codeurs les plus intéressants dans le domaine blockchain. Il a réussi à créer une plateforme qui s'appelle Steemit, qui n'était pas sa première plateforme d'ailleurs, mais Steemit est devenu parmi les blogs les plus visités à travers le monde, dans le top 2000. Et c'est de la monétisation de contenu. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement de la musique, mais de la monétisation de contenu de manière générale. Et il y a une division dans cette plateforme-là qui est liée à la musique. Ça s'appelle D-Sound, tout simplement. Et donc, il y a un système économique derrière tout ça qui est absolument unique. Il faut bien comprendre que les projets blockchain, les nouvelles sociétés blockchain, cryptocurrency, il faut les voir pour bien comprendre comment ça se passe. Il faut les voir un peu comme des pays virtuels, en fait.
C'est vraiment le meilleur moyen de comprendre d'où vient l'argent. Ok, il y a de l'argent qui sort, mais ça vient d'où? Bah, tout comme un gouvernement décide de fabriquer son argent, d'ailleurs à outrance ces jours-ci, puisqu'on sait que ça n'est plus relié à l'or. Il faut voir les nouvelles sociétés blockchain comme une rébellion par rapport à ces choses-là. Et ce sont des communautés qui se mettent d'accord pour fonctionner d'une certaine manière, de participer au network qui sécurise la création de la monnaie, qui permet de ensuite payer les créateurs, par exemple. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir Steemit, S-T-E-E-M-I-T, très, 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 très intéressant. Ce n'est pas la première plateforme que j'ai découvert. Moi, j'ai découvert Musicoin en premier. J'ai découvert quelques mois après sa création. Donc, j'ai tâtonné, j'ai essayé, j'ai créé un compte, j'ai regardé ce que je pouvais faire avec ça. Et puis, quand j'ai vu les possibilités de cette plateforme-là, c'est devenu évident pour moi que je pense qu'à un moment ou à un autre, ça sera normal. Ça sera devenu le nouveau standard. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je crois que ça va venir, c'est clair. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais uploader ma musique et traquer tous les gens qui écoutaient en direct, interagir avec eux, recevoir des pourboires d'eux en direct. Des choses incroyables. Par exemple, si je partage le lien d'une de mes musiques sur les médias sociaux, ça déclenche un paiement aussi de manière automatique. Et puis enfin, j'ai poussé le bouchon plus loin quand j'ai découvert ça. C'est que dans cette plateforme-là aussi, il y a un music player, tout comme il y avait sur MySpace. Hein, c'est juste un bout de code qui permet de jouer la musique sur Internet. Et puis moi, à l'époque, je commençais à coder beaucoup et entre autres à faire des jeux vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeu vidéo que tout le monde peut jouer sur Internet. C'est simplement un site. Et donc, j'ai pensé, je dis, mais attends, je suis en train de faire un jeu vidéo, je vais ajouter de la musique, je vais ajouter ma musique. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre la musique qui stream de cette nouvelle musique blockchain plateforme que j'ai ajoutée à mon jeu vidéo. Et les résultats, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va jouer mon jeu vidéo, ça déclenche aussi le music player, ça déclenche un paiement pour moi en crypto et ça ne coûte rien aux joueurs. Et du coup, c'est devenu un petit peu une preuve de concept de monétisation en utilisant cette nouvelle plateforme. Et je trouvais ça hyper intéressant, mais vraiment incroyable. Et du coup, j'utilise aussi, par exemple, les médias sociaux pour driver, ouais, excusez-moi, je mélange anglais et français, c'est mon côté Jean-Claude Van Damme qui ressort. Donc, le trafic vient de mes médias sociaux. J'ai réussi à bâtir un compte Twitter assez important et j'ai réussi à avoir, je crois, 2 millions d'impressions sur cette tweet vers mon jeu vidéo. Et du coup, à chaque fois que les gens vont jouer le jeu, ça déclenche des paiements, quoi. Donc ça, voilà. Du coup, ça m'a permis aussi d'en parler à différentes conférences puisque c'est assez intéressant. Même pour les gens qui créent des jeux vidéo ou pour les compositeurs, ça leur montre que dorénavant, en tant que compositeur, tu peux avoir une musique dans un jeu vidéo. À chaque fois que quelqu'un le joue, bah, tu es payé. Et par ce système-là aussi, d'ailleurs, par exemple, si j'ai fait la chanson avec 3 personnes ou si je souhaite partager les droits de la chanson avec, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui est dans la mode, qui fait des vêtements, on peut très bien se mettre d'accord et puis se dire OK, tu fais ton site internet, tu vends tes vêtements, tu utilises ma musique et si tu veux, OK, le deal, c'est que pour chaque fois que voilà, le site, quelqu'un visite le site, hop, tu es payé grâce à ma musique, je suis payé grâce à ma musique instantanément. Donc tout ça est complètement possible et ça existe déjà maintenant. Alors je pense que ça doit poser pas mal de questions au niveau loi, etc. Puisque moi, en tant que membre de la SCAP, j'étais à la SACEM avant, je crois que je ne suis pas du tout censé récupérer des droits comme ça, d'ailleurs. Donc, c'est quand même drôlement intéressant. Et puis, juste pour clarifier les choses par rapport à blockchain, c'est un mot qui, je pense, est qui n'est pas clair pour beaucoup de gens encore. Blockchain, c'est simplement un tableau Excel qui, au lieu de vivre dans un ordinateur, vit dans de multiples ordinateurs sur un réseau, ce qui permet d'avoir une copie partout
qui est tout le temps, à chaque fois qu'il y a un changement, le changement se réplique sur toutes les copies. Et ça permet en fait de sécuriser les informations. Parce qu'en fait, si on veut rajouter de nouvelles informations dans cette base de données, il faut que ça soit approuvé par le code lui-même. Et là, c'est la beauté de la technologie, c'est qu'au lieu de faire confiance à des gens ou des contrats sur papier pour récupérer nos droits, tout d'un coup, on fait confiance aux maths et au code. Et là, je crois que c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant. C'est exactement aussi d'ailleurs ce que dit Peter Thiel, l'ancien collaborateur d'Elon Musk, un des grands investisseurs. Il dit, on nous dit souvent qu'on se demande par quoi Bitcoin ou les monnaies digitales sont liées à quelle valeur. Les monnaies nationales sont censées être reliées à l'or, elles ne le sont plus. Et tout le monde dit, bah oui, mais Bitcoin, c'est relié à quoi? Mais justement, le dollar actuellement est relié à la confiance du gouvernement. Ça n'est plus relié à l'or, c'est marqué sur les billets. Mais à l'heure actuelle, Bitcoin, c'est lié à quoi? C'est lié à la confiance des maths. Alors la question, c'est est-ce que vous préférez faire confiance aux maths et à un code ou alors à la confiance du gouvernement? Je pense que l'histoire a suffisamment dit que on ne pouvait pas vraiment faire confiance au gouvernement. Ce sont des gens derrière, ils font ce qu'ils veulent. C'est le problème que j'ai, moi, en tant que compositeur avec les contrats, ou essayer de récupérer tous mes droits. Et par ces nouveaux systèmes-là, on fait confiance aux maths et à la technologie. Et là, bah, ça marche beaucoup mieux. Super, donc c'est un bel exemple de ce qui arrive et de ce qui se fait déjà finalement. Après, Pascal, tu avais évoqué aussi Ryan Leslie. Je ne sais pas si tu voulais le reciter comme exemple. Oui, absolument. Bah, c'est lié aux choses dont mes collaborateurs ici ont parlé, c'est-à-dire c'est vraiment l'artiste qui embrasse le côté entrepreneur. Et je pense qu'en même temps, ça n'est même pas un choix à l'heure actuelle. C'est-à-dire que n'importe quel artiste est un petit peu obligé de devenir entrepreneur parce que je pense que c'est très important de multiplier les sources de revenus, par exemple. Et puis, je pense aussi que quand on réussit à faire quelque chose d'un petit peu unique, du coup, on devient leader. Du coup, ça permet d'inspirer les gens et du coup, ça permet de bâtir là-dessus. Ryan, c'est ce qu'il a fait quand il a utilisé MySpace pour construire sa carrière. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aussi parce que les médias sociaux ont totalement changé ma carrière en utilisant ça. Et Ryan, en fait, il a eu un premier gros succès avec l'artiste Cassie. Et grâce à MySpace, qu'ils avaient réussi à attirer beaucoup d'attention sur MySpace, et ce qui s'est passé, c'est que donc leur premier album s'est très très bien passé. Et ce qui s'est passé, c'est que au deuxième album, eh bien, le succès n'était plus au rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, MySpace a plus ou moins disparu, où on n'était plus le social media en vogue. Et là, Ryan, il s'est dit, ah, mais c'est pas possible. Mes fans, ils sont où? Ils sont partis où? Et du coup, il s'est dit, c'est terminé. Maintenant, il faut que je détienne tous mes contacts moi-même. Je ne peux plus faire confiance à un autre système. Donc, du coup, il a créé sa propre application, ce qui fait que maintenant, quand il interagit avec des gens de manière publique, sur les social media ou même en concert, etc., il dit aux gens, voici mon numéro de téléphone, contactez-moi. Alors, peu de gens font ça encore à l'heure actuelle. Alors évidemment, les fans, évidemment, ils n'en ratent pas une, ils le contactent directement, quoi. Mais derrière, il y a tout un système de marketing, de rétention très, très évolué. En fait, dès que les gens lui envoient un texto, automatiquement, ils reçoivent quelque chose qui dit « Hey, bonjour, merci de m'envoyer un message. Je ne te connais pas, dis-moi qui tu es. » Et là, on collecte des informations sur le client potentiel, hein. Ça, c'est clair, ce qui permet de construire plein de services à côté. Et puis, je crois que Ryan avait amassé quelque chose comme 50 000 contacts, ce qui lui permettait de générer dans les 2 millions de chiffres d'affaires dans les premières années qu'il faisait ça. Et puis en plus, comme il a créé l'application pour faire ça, il a aussi reçu des fonds d'investisseurs pour développer l'application, même si je crois que depuis, il a été doublé en fait, par d'autres plus grosses boîtes qui en fait, ont créé à peu près la même chose, mais qui apparemment ont réussi à avoir plus d'argent et à se développer beaucoup plus vite aussi. Donc, voilà, on rentre vraiment dans l'artiste entrepreneur par excellence, ça c'est clair. Moi, ce que j'espère, c'est
et d'ailleurs, c'est pas que j'espère, mais la technologie nous le montre déjà, c'est que, et d'ailleurs, ça n'est pas que dans le domaine de la musique, je pense qu'il y a une vraie crise de la confiance de manière générale de nos jours. Et d'ailleurs, on peut très très bien le voir avec ce qui se passe avec Covid, par exemple aussi, avec plein d'échos, de plein de choses différentes, de plein de gens qui ne sont pas d'accord. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que, comme je l'ai dit avant, au lieu de devoir faire confiance à des gens ou un papier, euh, du coup, la technologie dicte l'évolution par définition. Et donc, ça veut dire que du coup, on est obligé de faire confiance à un code. Et moi, en tant que codeur, je peux vous dire que quand on écrit quelque chose, on attend le même résultat au bout. Hein. Il ne peut pas y avoir quelque chose d'autre à l'autre bout. C'est pas possible. Donc, clairement, et d'ailleurs, c'est exactement ça, tous les avocats de voilà, blockchain et compagnie, c'est pour résoudre ce problème de confiance. C'est pour bypasser des intermédiaires éventuels et rendre ça de manière transparente, accessible et de faire que, voilà, au lieu d'avoir la confiance, de mettre la confiance dans les gens, on les met dans les maths. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, voilà. Donc, faire de Mais la par exemple, il y a diligence. aussi certains Ouais. artistes, sans se couper, qui reprochent justement les Spotify et Deezer de ne pas pouvoir accéder en direct. Alors, ils sont obligés de passer parce qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est aussi une chose que, bon, après, le petit artiste dans son coin, effectivement, qui a 3 titres, je peux comprendre. Mais il y a certains qui voudraient être en direct, par exemple, sur les plateformes, et ils ont un petit peu de difficulté, j'avoue. Mais ça dépend de la qualité de la technologie après. Hein. Là, en l'occurrence, ce dont je parlais, c'est les choses les Voilà. plus prometteuses et évoluées à l'heure actuelle. Donc là, je parle vraiment, par exemple, par définition, par exemple, d'un blockchain qui serait supporté par beaucoup de gens, ce qui veut dire que ça n'est pas hackable, on ne peut pas le hacker. Il faudrait avoir plus de 51% de la force des ordinateurs pour changer la base de données. Et c'est possible voilà, que ça soit complètement transparent, de voir toutes les transactions, tout ce qui a pu se passer. Et là, vraiment, là, du coup, je parlais de ça par définition. Quoi. Ouais. Et il y a très, très peu de… clairement, dans le domaine de la monétisation de contenu, il n'y a pas de plateforme qui est capable de s'adapter de manière globale à l'échelle du monde. Peut-être qu'encore une fois, la chose la plus proche de ça est probablement quelque chose comme Steemit. Ça reste des preuves de concept, mais qui ont été adoptées par un très grand nombre. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder un œil là-dessus, parce que je pense que ça résoudra énormément de choses. Ça, c'est clair. Donc, est-ce que l'innovation, là, est synonyme de désintermédiation? Par définition, après, je pense que forcément, il va y avoir une adaptation, mais il est clair que de toute façon, les robots vont prendre énormément de boulot, ça c'est clair et net, de toute façon. Ouais. Il va y avoir beaucoup d'évolutions dans certains métiers vont certainement disparaître, d'autres vont s'adapter, certainement. Ok, Bérangère, est-ce que tu veux aborder… D'où cette question qui vient aussi, c'est l'avocat de demain devra-t-il être un geek? Parce qu'au final, un geek, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'au risque parce qu'on ne peut plus pratiquer le droit dans cet univers, dans l'industrie musicale en tout cas aujourd'hui, sans être au courant de ces évolutions et même de ces innovations évoquées par Pascal et Julie. Exactement. Donc, il y a sûrement, et c'est là où on termine la boucle avec Séverine, c'est que aujourd'hui, le métier d'avocat se transforme et peut-être la seule façon de tirer son épingle du jeu et d'aider à faire progresser ce marché, c'est qu'on ait des avocats qui soient capables d'appréhender ces défis technologiques pour accompagner au mieux les artistes, sans quoi il y aura une désintermédiation totale si l'avocat ne sait pas prendre en main ces défis technologiques. Exactement, ça sera une compétence qu'il devra avoir. Au-delà des freins intrinsèques, hein, c'est une compétence qu'il devra avoir, c'est une mentalité, c'est une soft skill. Enfin, je considère que c'est une soft skill essentielle, voire une hard skill derrière. Mais je voudrais highlighter quelque chose aussi, c'est que la difficulté, elle va aussi être dans l'adoption de textes législatifs qui encadrent tout ça. Un avocat ne peut pas tout seul aller là-dessus de façon empirique. Et les pouvoirs législatifs, alors tu parlais tout à l'heure de la confiance dans le gouvernement, ce genre de choses, bon, ça c'est de la macro-éco, mais les textes législatifs doivent accompagner ce changement.
Voilà. Et l'avocat, au-delà de sa propre culture et son appétence pour aller vers ça, parce que aujourd'hui, les générations qui arrivent et qui sont qui sortent, mais qui sont déjà en exercice, elles sont sensibles à l'innovation et elles le seront de plus en plus. C'est inévitable. Donc, il faut qu'elles soient formées, mais il faut aussi qu'au niveau macroéconomique, les réflexions avancent et les textes avancent aussi dans ce sens. Tout à fait. Voilà. Et la commission, en tout cas, que je préside, et je remercie encore une fois Bérangère d'avoir organisé avec moi ce panel et cette discussion extrêmement intéressante, est là pour ça, pour ouvrir les voies et pour montrer la direction, en tout cas mettre en exergue la direction que nous devons prendre pour survivre dans un monde qui se dessine au jour le jour, en fait. Un nouveau monde qui se dessine au jour le jour. Très bien. Bah, écoutez, je pense que ça sera le mot de la fin. Merci Séverine, merci Julie, merci Jim, merci Pascal pour vos précieuses collaborations. Et nous pourrons retrouver ce contenu enregistré qui sera donc accessible et que chacun pourra partager. Voilà, merci énormément à tous de vous être rendus disponibles, y compris depuis Los Angeles. C'est le début de la journée. Merci à tous. Merci, avec plaisir. À bientôt, passez une belle journée. Belle fin de journée. Merci. Bye bye.